Il représente la plus grande richesse des pays du monde entier. Sans lui, une nation ne peut pas maintenir une croissance économique durable. C'est le capital humain. Beaucoup le décrivent comme le catalyseur qui permettra aux pays africains de passer de la pauvreté à la prospérité. Pourtant, la réalité est là. L'Afrique est la seule région du monde où le nombre d'adolescents non scolarisés a augmenté ces dernières années. On parle de 50 millions d'enfants concernés. À cela s'ajoute le problème de la qualité de l'enseignement. La Banque mondiale tente tant bien que mal de corriger le tir en publiant en octobre 2018 son premier indice du capital humain. Ce dernier montre que près de 60% des enfants nés aujourd'hui seront au mieux moitié moins productifs qu'ils n'auraient pu l'être s'ils avaient pu bénéficier d'une scolarité complète et de la pleine santé. Tout ceci trahit une sérieuse crise du capital humain qui pourrait avoir de graves conséquences sur la croissance économique et aussi sur l'aptitude collective du monde à mettre fin à la pauvreté extrême d'ici 2030. Comment donc renverser la tendance? Nos systèmes éducatifs sont-ils en adéquation avec les défis de l'heure? Les dirigeants africains ont-ils conscience que l'investissement dans la population est essentiel pour assurer la prospérité future du continent et sa pleine participation aux marchés mondiaux? Voilà quelques-unes des préoccupations sur lesquelles je vais amener mes invités à intervenir. Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce numéro de Espace Éco. À mes côtés aujourd'hui, Madame Eunice Ife Narbokou, elle est consultante RH, fondatrice du cabinet Il et Ife. Bienvenue Madame. Merci. En face de vous, Dr Gilles Théophile Yekmon, enseignant-chercheur chargé de cours à l'ENAM, entendez École nationale d'administration et de magistrature. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Merci madame. Alors, chers invités, quel regard portez-vous sur la situation en Afrique aujourd'hui du capital humain? Docteur Yekmon. Merci madame la journaliste. Je crois que comme regard pour l'Afrique, je partirai d'abord de notre microcosme, le Bénin, en nous disant que c'est vrai, l'Afrique va peine d'une façon globale, et comme à l'instar, le Bénin à l'instar de l'Afrique de toute façon, à se dire, ce capital humain, c'est ce qui suppose avoir la maîtrise d'un certain nombre de compétences et de connaissances. Or, ces compétences et connaissances ne peuvent découler que de la formation et de l'éducation. Et tandis que la frange la plus substantielle représentative n'est pas dans le milieu scolaire, le milieu de formation, le milieu éducatif, ça signifie qu'il y en a qui sont restés au bas-côté du pavé. Et il faut les remettre, il faut les recentrer et voir un peu comment l'éducation formelle, telle que nous l'avons aujourd'hui, en y associant la partie non formelle, comme ceux qui sont dans l'informel, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ratisser l'âge? Parce que sans connaissance, on est toujours porté vers une mauvaise compréhension de l'existence humaine. Voilà un peu en gros ce que je peux dire. Donc l'Afrique dans sa globalité, ce que la Banque mondiale a publié, c'est une évidence. Mais comment faire pour y parvenir? Je crois qu'au cours du débat, on pourra y revenir. Nous serons complémentaires avec mon vis-à-vis. Justement, Madame Narbokou, vous, en tant que consultante en RH, vous êtes en contact direct avec les demandeurs d'emploi, les travailleurs, etc. Qu'est-ce que vous pensez du niveau? Qu'est-ce que je pense du niveau? La question ici, pour moi, elle est quand même assez délicate parce que, disons que les personnes, déjà, il y a quand même une certaine volonté. Donc, la volonté, déjà, c'est très important. Donc, de ces personnes-là, il y a une certaine volonté de grandir, d'avoir un emploi, d'avoir un travail. Maintenant, ils ne savent pas exactement comment il faut faire. Et c'est à ce moment-là que, justement, la formation est intéressante. Quand je dis ils ne savent pas comment il faut faire, c'est qu'ils ne savent pas comment se vendre.
Donc, comment se vendre, c'est prendre conscience de ses compétences. Et c'est là que nous, en tant que ressources humaines, nous avons un grand travail à faire, autant que ce soit avec la personne qui cherche que l'entreprise elle-même. C'est aider les personnes à mettre en valeur leurs compétences, de sorte qu'ils comprennent que la voie n'est pas forcément trouver un travail, mais la voie est d'être formé et d'avoir une activité, pas forcément être salarié. Comment être conscient justement de ses compétences quand on n'a pas été bien formé à la base? Alors, les compétences, en général, ça va partir... Lorsque je parle de compétences ici, je ne parle pas uniquement des compétences que nous avons par rapport à nos diplômes. L'état d'esprit d'ILEIFE, c'est notamment que nous avons tous en nous, en fait, des talents. Qu'on peut dire des talents innés. Et quand je parle de talents innés, bien sûr, il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le savoir-être. Je prends un exemple, c'est l'organisation. Supposons que vous êtes quelqu'un de très, très, très bien organisé. Dans la vie classique, vous pouvez peut-être paraître comme quelqu'un de maniaque, mais au sein d'une entreprise, on recherche des personnes qui ont ce talent, ce besoin d'être très organisé. Donc, si on les amène à développer ça et à comprendre que c'est une compétence, ainsi, on peut les mettre en fait on peut les mettre à leur juste place. Tout à fait. Donc, en ce qui concerne les adolescents, ça, c'est plutôt, disons, le travail du professeur Yekmon. Et de mon côté, je me base donc sur ceux qui ont fini, sur ceux qui sont en train de sortir de leur cursus scolaire et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ceux qui sont sur le marché. Alors, Dr Yekmon, est-ce qu'on peut construire l'Afrique en se basant sur les talents innés? Oui, les talents innés, et puis ceux qui ne le sont pas, ces talents qui ne sont pas innés doivent pouvoir s'ajouter. Je crois que c'est un tout. Ce qui est inné, c'est vrai, il va falloir vraiment que chacun y prenne connaissance, comme on le dit, et y prenne conscience, je dirais, en somme. Mais ce qui n'est pas inné découle de l'apprentissage, de la formation. Et dès que ce maillage-là est assuré, je crois qu'on arrive vraiment à aller au mieux. C'est vrai, l'Afrique, vous posez la question, je n'étais pas totalement allé là-dessus en tant que tel. Oui, il faut d'abord avoir conscience. Madame, la consultante vient de dire quelque chose d'essentiel. Il faut pouvoir se vendre. L'individu doit pouvoir être formé, avoir ses prérequis, se former, s'informer, savoir aussi qu'il est dans un environnement où lui-même en tant qu'individu doit pouvoir savoir qu'il a un produit qui peut laisser consommer par les autres. J'ai compris l'approche marketing. Vous êtes sur le marché. Sur le marché, il y a deux acteurs, l'acheteur et le vendeur. Pouvoir se vendre à celui qui vient vous prendre, celui qui est là pour faire savoir effectivement au-delà des diplômes qui ne sont que les connaissances supposées, vous-même, qu'est-ce que vous valez? Qu'est-ce que vous vibrez au quotidien? Est-ce que vous êtes vide au-delà de vos diplômes, le jour comme la nuit? Est-ce que vous avez des capacités par rapport à ce qui semble intéresser les autres? Dire que je suis là. Ces formations, l'Afrique doit pouvoir aller dans ce sens. Et aujourd'hui, vous voyez, comme vous l'avez dit, pour le cas, c'est vrai que pour le cas de l'Afrique de l'Ouest, pour ce que j'ai plus ou moins connu, dans nos diverses formations que nous donnons et consultations, vous sentez que chacun, on est dans un univers où on veut changer la façon d'enseigner, la façon de dire les choses pour que nous ne formions pas des gens qui ne savent pas qu'ils sont aussi des produits vendables. Et aujourd'hui, vous avez vu un certain nombre de réformes que nous sommes en train de faire, ne serait-ce que pour le Bénin. Nous sommes allés en décembre 2014 au deuxième forum de l'éducation. Des 17 au 19 décembre 2014, l'avant-propos, on a dit de ce forum qu'il faut revisiter l'homme. Il faut faire une rupture. On n'était pas encore à l'étape de 2016. Dans l'avant-propos, vous voyez, j'étais rapporteur général de ce forum. On a dit qu'il faut fondamentalement rompre avec cette façon de faire. Après ça, nous sommes passés pour le Bénin. Dès 2017-2018, nous sommes passés au plan sectoriel, au nouveau plan sectoriel de l'éducation post-2015, pour dire désormais le secteur de l'éducation étant un tout, au-delà des dimensions un peu sectaires qui concernent les divers ordres d'enseignement. On a dit qu'il faut faire maintenant pour que l'homme soit vraiment vecteur de développement. Le capital humain qui doit être vecteur de développement doit pouvoir s'auto-prendre en charge.
le mythe Akowé également, il faut aller au-delà. C'est ça que le plan a dit. Et présentement, je ne trahis rien. Depuis décembre dernier, nous sommes dans une réforme pour aller vers la professionnalisation de l'éducation. Je suis là en officiant comme consultant principal national. Et pratiquement, vous avez vu, fin juillet, nous sommes allés à la table ronde technique, à Azalea, table ronde technique également de l'éducation, pour la professionnalisation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Pour voir dans quelle approche il faut inverser cette formation pour que la professionnalisation ne soit pas la dernière roue du carrosse. C'est quand on a tout perdu souvent qu'on dit je vais vers la professionnalisation, l'enseignement professionnel. Aujourd'hui, c'est comment faire pour inverser cela. Dès que nous avons fini avec la table ronde technique, le gouvernement va s'approprier au retour de ses vacances un peu pour aller en séminaire gouvernemental vers ça. C'est une commande faite par le gouvernement lui-même, avec à sa tête le chef de l'État qui a dit vous le faites. On inverse les choses pour voir. Et n'hésitez pas à voir beaucoup plus le sérail de l'enseignement général muet vers la professionnalisation. Comment faire même pour que ceux qui ne sont pas dans le système, ceux qui sont aux abords de rue apprennent tout ça, comment faire pour les faire entrer dans ce mécanisme un peu fécond. Parce que sans ça, ce qui se développe, la RH va mieux indiquer, c'est d'abord l'homme. Tant que vous ne formez pas l'homme, c'est l'homme qui se développe d'abord et les choses l'accompagnent dans le développement. Donc c'est un processus auquel il faut pouvoir adhérer. Donc cette réforme-là, nous avons presque atteint, après tout ce que j'ai cité, un point de non-retour. Nous sommes en train d'aller, vous verrez, d'ici à là, il y a un plan stratégique de réforme de l'enseignement technique et la formation professionnelle qui va s'enclencher dès cette rentrée. Donc je ne trahis rien. Si nous ne jouons pas sur ça, nous allons former des gens à forte cohorte d'ignorance professionnelle, je mets entre griffes. Donc c'est comment faire, parce qu'on n'est pas fiers. Vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, je suis enseignant, on n'est pas fiers de voir des gens devant lesquels vous êtes époumonés, vous avez transféré des fois comme des écorchés pour les former, et après vous les voyez en train de ne rien faire, de n'être utile à rien. Est-ce que c'est une fierté? Le meilleur baromètre de ce que nous faisons pour faire la mesure de la pertinence de ce que nous faisons, c'est ceux-là. Quand on les voit, ils sont bons, ils ne sont pas bons, ça déteint sur ce que vous avez été. Donc c'est pourquoi nous sommes dans une remise en cause de notre façon de faire, de notre façon d'enseigner. C'est vrai, je crois que c'est Bachelard qui disait la science évolue par crise. Il faut remettre en cause un certain nombre de choses avant que les choses ne puissent être déterminantes pour l'avenir. Je crois que je suis pas sûr, je vais laisser ma consoeur parler et puis on va revenir sur un certain nombre de choses. Madame Nafoko, justement, le professeur disait qu'il faut rompre avec la façon de faire. Il faut réorienter nos systèmes éducatifs, c'est ce que je comprends de ces explications. Mais finalement, sur quoi doit-on jouer? Le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a le fait de former les personnes pour leur permettre d'acquérir ce qu'ils n'ont pas encore. Donc c'est la première chose, si ça répond à votre question. Allez-y. La deuxième chose, c'est vraiment, en tout cas c'est ma conviction et c'est la conviction du cabinet ILEIFE, c'est jouer sur ce que nous avons déjà en nous. Parce que nous sommes en train de parler de personnes qui ne sont pas scolarisées. C'est tout à fait nécessaire d'être scolarisé pour justement acquérir des choses, comme dit le professeur. En revanche, ces personnes qui ne sont pas scolarisées ont de toute façon des talents en elles. Elles ne sont pas vides. Donc c'est à ce moment-là que c'est vraiment important de jouer sur les deux. Même si la personne n'est pas scolarisée, on peut l'amener en fait à faire ressortir ces talents-là. Il y a plusieurs choses que nous pouvons mettre en place pour ça. Donc à partir du moment aussi, parce que très souvent ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand les personnes n'ont pas ce niveau d'enseignement ou certains diplômes, ils peuvent en réalité perdre confiance en eux dès lors qu'ils sont en face de personnes qui ont des diplômes. En revanche, lorsqu'on joue sur les talents, tout le monde comprend qu'il a en lui quelque chose. Maintenant, là, juste avoir le talent, nous le savons tous, ça ne suffit pas. Il faut vraiment le travailler, donc par la formation et l'éducation. Finalement, est-ce que la scolarisation va suffire à faire du capital humain africain un vecteur de croissance économique? Disons que c'est quand même un atout indispensable. Maintenant, suffit. Vous savez que on apprend jusqu'à la fin de la vie, nous apprenons. Donc, il y a d'autres choses que nous pouvons
ajouter. Professeur Yacoub. Apprendre tout au long de la vie, c'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez un doctorat, ce n'est pas parce que vous êtes enseignant, vous êtes professeur, ce n'est pas parce que vous êtes ingénieur que vous cessez d'apprendre. Donc, apprendre tout le long de la vie dans l'approche, la nouvelle approche de professionnalisation, chacun doit pouvoir y trouver sa place. Si je suis peut-être littéraire, j'enseigne quelque chose et j'ai besoin d'une autre formation complémentaire, formation continue, de courte durée, je dois pouvoir entrer dans le système. Et c'est pourquoi, depuis le plan sectoriel de l'éducation pour 2015, nous ne sommes plus axés sur l'architecture pyramidale. L'architecture aujourd'hui est rectangulaire. Je crois qu'on aura le temps de dire, il ne faut pas que je prêche à dire des choses qui ne vont pas être digestes ici, mais c'est de faire en sorte qu'à tout moment, celui qui est formé ou n'a pas été formé, le scolarisé ou le non scolarisé, soit à même d'intégrer le système et de pouvoir éprouver de façon positive ses talents, comme madame est en train de le dire, et revenir apprendre autre chose de complémentaire pour pouvoir être beaucoup plus déterminant pour la suite. Donc, c'est des choses, des situations du genre qui entrent dans la réforme du cursus scolaire. Il ne s'agit plus de se dire, d'abord, c'est de faire de sorte qu'aujourd'hui, l'enseignement ne soit plus trop scolaire. Comment faire pour que le privé, qui est consommateur des produits de l'éducation, également puisse dire, attention, ça là, c'est de telle chose que j'ai besoin dans 5 ans. Dans 10 ans, c'est ça. Donc, c'est comme une formation orientée sur, en fait, la demande et non plus sur l'offre, parce que jusqu'à nous avons offert. Dans le système, c'est nous qui faisons. Et après, on retrouve les gens sur les carreaux, ça n'intéresse pas. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, l'enseignant est là, mais il faut qu'il soit accompagné ou il soit assuré de façon conjointe par également le professionnel. Et c'est ce que nous sommes en train de tenter dans la réforme. Nous sommes passés dans les 6 secteurs vitaux, identifiés comme des secteurs clés de l'économie par le plan national de développement pour dire attention, ceux-là, l'énergie, l'agro-pastoral, l'artisanat, et eau et assainissement, tout cela. Comment faire aujourd'hui pour identifier, pour que ceux-là, même s'ils ne sont pas des formateurs classiques enseignants, comment faire pour que cela accompagne notre façon d'éduquer, de faire l'éducation et la formation, pour que le produit au finish, en sortant, puisse être un produit de qualité et qui intéresse. Parce que si nous formons, ça n'intéresse pas ceux qui sont là pour consommer. On n'a rien formé. Forcément, on aura le taux de chômage qui va grimper. C'est ça. Et c'est ça, parce que plus le taux de chômage grimpe, ça devient une bombe. C'est une bombe toujours prête à exploser parce que les gens se disent « je suis formé, je ne sais à rien ». Et vous savez, l'oisiveté fait que toutes les mauvaises idées commencent par à trotter la tête. Et c'est ça, il faut prendre garde. Donc, il vaut mieux qu'on ait des gens plus, parce que quand vous sentez que la société ne dialogue pas avec vous, potentiellement, vous représentez un danger. Donc, il vaut mieux former pour que les gens sachent qu'ils sont mieux ou dotés d'esprit entrepreneurial pour se dire désormais, avec ou sans les autres, moi-même, je dois pouvoir assurer un peu la poursuite de ma vie. On n'a plus besoin d'attendre d'autres. Donc, c'est ça, cette auto-prise en charge-là, qui semble beaucoup plus intéressée dans l'approche de professionnalisation de notre enseignement, parce qu'il vous le faut. Cela participe de la paix sociale, une paix sociale, parce que quand la tension sociale liée à la non-utilisation, pour ne pas parler de chômage de ceux qu'on est formés, cette tension sociale rapidement se confond en tension politique. Donc ça apaise tout le monde de pouvoir y réfléchir et concourir pour que désormais on trouve mieux des utoires pour que les gens puissent se former à l'esprit entrepreneurial et se prendre en charge et se dire attention, je veux me faire accompagner, mais il faut que je fasse quelque chose au-delà du diplôme formel que j'ai. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire en attendant. Ce que je dis pour le Bénin, le Vaud, d'une façon générale pour notre Afrique. Parce que sans ça, on serait toujours là à la remorque des autres. Or, vous savez, attendre la main tout le temps, madame, je ne vous apprends rien. La main qui reçoit est toujours en bas. Dès que vous voulez toujours reprendre, vous ne pouvez pas. On ne peut pas vouloir vous donner pour que vous placez votre main. Regarde, c'est une forme imagée, vous allez dire. Mais il faut chercher aussi à donner. Et tant que vous n'êtes pas dans les champs, vous n'êtes pas des partenaires, vous êtes des obligés pour les autres. Donc, c'est comment faire pour que cet équilibre-là puisse commencer par se gérer dans la dimension de notre capital humain.
africain qui doit pouvoir être la préoccupation essentielle. Madame Napoko, chez vous, au cabinet IFER, vous préconisez par exemple qu'on libère le génie qui est en chaque homme. Comment est-ce que vous procédez? Donc nous mettons en place des ateliers avec un objectif spécifique. Donc on va mettre en place, on va créer en fait, vous savez, des jeux de rôle, mais en ayant un objectif spécifique, et on ne va pas communiquer cet objectif aux personnes qui sont en train de jouer, on va dire, la pièce. Et à l'aide d'outils, on a aussi des solutions RH que nous utilisons, des solutions de test en fait. Et tout ça, mise en forme, mise en place, va nous permettre d'aider les personnes à prendre conscience donc de leurs besoins et de leurs talents. Maintenant, donc, comme je disais tout à l'heure, prendre conscience ne suffit pas. Mais à partir du moment où ils prennent conscience, on voit de quelle façon nous pouvons les orienter. Ce qui est intéressant avec les compétences, c'est que les compétences ne sont pas spécifiques à un seul métier. Aujourd'hui, ce qui se passe lorsque nous avons nos diplômes, nous nous disons « Ah, je peux seulement faire RH, j'ai juste le diplôme de RH ». Lorsque nous partons des compétences, comme je parlais tout à l'heure de l'organisation, c'est pas seulement en RH qu'on en a besoin. On en a besoin dans d'autres structures. Bon, juste être organisé ne suffit pas non plus pour décrocher le meilleur poste ou avoir la meilleure carrière. Ce que j'essaie juste d'expliquer, c'est qu'en partant des compétences, nous pouvons déjà prendre conscience que nous pouvons en fait, comme nous disions tout à l'heure et comme le disait aussi le professeur, c'est la vie est un apprentissage. Donc avec les compétences, on peut explorer de nombreux métiers, voilà, de nombreuses activités. Finalement, est-ce que c'est pas une approche qui pourrait remettre en cause le diplôme de l'individu? Le diplôme... Parce que les compétences justement innées peuvent être totalement en déphasage avec justement les études que la personne a faites. Tout à fait. C'est pour ça qu'à IFER, nous avons aussi la volonté d'accompagner, comme je disais tout à l'heure, les étudiants qui sortent de formation. Donc juste après le bac, par exemple. On peut les accompagner comme ça déjà, quand ils prennent conscience de certains talents qu'ils ont en eux, ils peuvent choisir leur formation en fonction de ça. L'autre aspect, personnellement, j'ai eu un diplôme en audit financier. Donc, mon métier de base, c'est l'audit financier. Aujourd'hui, si on parle des ressources humaines, oui, on peut avoir l'impression que ça ne me sert pas. Mais parce que je vais diriger une entreprise, ce sont des choses que j'ai acquises qui sont importantes aujourd'hui. Donc, est-ce que ça remet totalement en cause le diplôme ? Pas exactement, parce que ce diplôme-là, aujourd'hui, me sert, même si ce n'est pas mon cœur de métier, pour justement pouvoir piloter une activité. Docteur Yekon, c'est une approche qu'on aurait pu intégrer à nos systèmes éducatifs? Oui, je crois l'essentiel réside d'ailleurs là, parce que aujourd'hui, le fait de n'avoir que les yeux rivés sur le diplôme, cela a prouvé ses limites. J'ai le diplôme. C'est comme si je ne suis qu'unidimensionnel. Et je me dis, après le diplôme, je fais quoi? Et au-delà du diplôme, quand le diplôme ne me sert pas à créer l'éventail d'ouverture autour de moi, parce qu'on ne demande pas à chaque humain ou à chaque être d'être un touche-à-tout, hein. Mais c'est utile de se dire, dès que j'ai le diplôme, qui n'est qu'un élément de présomption de ma capacité à faire quelque chose, et moi-même, ensuite du diplôme, je fais quoi? Je suis quoi? Pourquoi je prends cela comme... le diplôme est déjà le prélude à ce que vous pouvez chercher à faire d'autre. Il faut œuvrer pour le diplôme. Quand vous n'avez pas le diplôme, vous pouvez dire que vous êtes diplômé sans emploi. C'est ça, non? Je dis peut-être des choses pas trop châtiées, mais c'est ça. C'est quand j'ai le diplôme que je peux dire, ah maintenant, je n'ai pas d'emploi, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est peut-être des prédispositions? Le diplôme n'est que des prédispositions pour donner d'autres ouvertures à soi-même. Donc, je me dis, si vous devez dire, je suis formé pour ça. Rien que là, je ne regarde que dans cette direction, je ne peux plus loucher de l'autre côté pour voir s'il y a des potentialités en moi qui pourraient s'articuler autour des choses réelles. Ça devient un autre danger. Et c'est pourquoi j'appuie cela. Et moi, je ne suis pas, j'ai dit aujourd'hui, je me suis spécialisé, certes, en gestion axée sur les résultats, les systèmes de suivi et évaluation, mais ce n'était pas ma formation basique, du tout pas.
Mais autour de soi, il faut pouvoir se dire, qu'est-ce que je peux chercher à faire d'autre? Et ne pas se laisser aller aux facilités, se dire, bon, le diplôme seul suffit. Le diplôme est nécessaire, mais à lui seul, il n'est pas le facteur suffisant. Il est nécessaire, mais le suffisant, c'est d'accompagner le nécessaire. Et le suffisant, c'est pouvoir se dire aussi autour de moi, qu'est-ce que je peux aider les autres à faire? Qu'est-ce que les autres peuvent m'aider aussi à faire? Madame, si vous ne faites pas ça, vous serez dépassé. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas en phase avec l'évolution de la société, à se dire, je n'ai appris que ça. Mais celui qui n'a appris qu'à travailler peut-être en mécanique, sur des moteurs à 2 temps, alors que les choses ont évolué. Aujourd'hui, on a des systèmes mécaniques évolués, on a de l'injection, on a de l'automatisme. Si vous ne vous mettez pas au goût du jour, vous serez dépassé par les choses. Donc c'est pourquoi je dis le diplôme c'est bon, mais je ne vais pas rester là-dessus. Il faut être capable d'assurer, comme la RH vient de dire, madame, c'est de pouvoir s'assurer, se dire, jour après jour, la vie active fait que je suis en perpétuel apprentissage. Je dois être à même pouvoir de me remettre en cause. Sans ça, je me sclérose aussi à la tâche. Je vais me contenter de dire j'ai un diplôme que je mets sous boisseau dans ma chambre et qui ne parle pas. Le diplôme n'est pas parlant. C'est vous-même qui devez être expressif pour savoir ce que je dois pouvoir faire pour convaincre. C'est de cette formation qu'on a plus besoin aujourd'hui. Non pas pour dire mon diplôme ne sert à rien, mais c'est de se dire attention, ce diplôme, oui, c'est une étape. Mais à partir de là, je fais quoi? Je fais quoi pour être intéressé? Sinon, vous allez rester là et vous contenter de ça, comme on vit là-dessus, comme une rente. Votre diplôme va être une rente viagère. Vous allez rester là-dessus jusqu'à ce que moi s'en suive et vous n'auriez rien fait pour pouvoir vous épanouir autrement. Donc, et le monde évolue. Ce n'est pas parce que j'aime les formules imagées là. Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme, vous dites j'arrête le temps en prenant vos doigts pour arrêter les aiguilles d'une montre que vous arrêtez le temps. Le temps évolue et vous-même, au-delà de votre diplôme, le diplôme est là. S'il est statique et vous-même, vous n'êtes pas dans une évolution dynamique perfectible, vous restez là. Donc, je suis aujourd'hui convaincu que chacun doit pouvoir se prédisposer ou se prédéterminer vers des apprentissages qui ne sont pas peut-être des apprentissages de ces formations basiques, mais si tant est que ça peut vous donner une plus-value, de la valeur ajoutée à votre être, il faut pouvoir se porter vers. Voilà un peu ce que je voudrais dire, madame la journaliste. Finalement, Dr. Yekman, oui. Au regard des réalités africaines actuelles, est-ce qu'on peut être optimiste et dire que le capital humain pourrait devenir un jour le moteur de la croissance de notre continent? Le moteur de la croissance, ça c'est une certitude. En parlant de la croissance, vous savez, il n'y a pas un archétype de développement. C'est d'abord la base, c'est la croissance économique. Mais en plus, oui, sinon, les pays dits développés n'auraient pas de problèmes également de développement. Ils ont d'autres formes de développement qu'ils n'ont pas atteint. C'est dans ces pays qui ont atteint cette croissance économique avérée que vous voyez aussi des clochards, que vous voyez des SDF, vous voyez des choses. Je ne sais pas ce que je dis, j'ai coutume de dire. J'aime cette définition du développement, vue d'abord comme base croissance. Je crois que c'est pas Herriot, oui, Alain Touraine, qui dit, c'est un sociologue français, qui dit que le développement, c'est le passage d'une forme de société à un autre. Ça signifie que ce passage suppose d'abord la croissance économique, mais doublée d'une dimension d'équilibre. Si vous n'avez pas l'équilibre pour accompagner, une fois que vous avez atteint la croissance économique, faites de sorte pour que le développement ne soit pas déséquilibré. Et c'est la quête de cet équilibre qui est une quête permanente pour accompagner votre croissance. L'Afrique finira jour après jour par son PIB qui sera croissant d'un moment à un autre, assurer une croissance d'abord certaine économique. Mais au-delà de la croissance, il faut que le psychisme se développe, parce que j'ai dit tantôt, c'est l'humain qui se développe d'abord. En se disant, attention, une fois que j'ai atteint ça, pour que ce ne soit pas un mal développement, parce que la seule croissance économique, vous pouvez vous tuer. Vous voyez dans des pays développés, des gens qui peuvent prendre une arme et tirer sur leurs voisins. On a atteint un niveau, on se dit, j'ai fini avec le problème de la faim, je pense à autre chose. Mais pour que cet équilibre se réalise, il faut que ce soit dans le psychisme, dans le mental, qui se dise, attention, nous avons besoin. L'Afrique aussi est certainement économiquement sous-développée, en général, mais nous sommes développés également sur d'autres plans. Nous vivons sur les tropiques, nous avons notre soleil. Notre soleil, des gens viennent se bronzer un peu là-dessus. Nous avons d'autres choses, nous avons la chaleur culturelle dynamique. Vous voyez, on salue, on est là, on n'est pas froid comme le climat tempéré aussi des autres. Donc c'est aussi une richesse.
nous devons avoir des choses à échanger. Et dans cet équilibre de notre croissance, le capital humain qui se développe en oubliant son capital culturel également est mal développé. Donc nous sommes là, nous avons notre chalet africain, nous avons une dimension de sociabilité, tout ça. Regardez par exemple, nous avons des gens aujourd'hui dans le développement du capital humain, comme on le dit, mais les tâches sociales, nous appelons des gens les tâches domestiques. On a aussi besoin d'explorer. C'est une façon d'assister, une façon également de vivre et d'être aux côtés des autres. Nous avons à explorer pour voir toutes ces dimensions également peuvent contribuer. Dès que nous savons être domestiques chez les gens, dès que nous savons être, vous êtes dans l'intimité de la vie des autres, l'économie sociale solidaire également aujourd'hui se développe. Nous pouvons explorer ces choses. Donc on n'a pas à faire seulement les yeux rivés sur une croissance économique pure et dure, mais nous avons besoin d'être des gens d'équilibre dans notre croissance. En nous laissant croître, nous devons également équilibrer avec cette dimension un peu de sociabilité pour que notre développement puisse être un tremplin à assurer un meilleur épanouissement de l'être humain dans notre pays et Madame également Napoku. pour l'Afrique. Madame Napoku, je veux bien vous entendre sur la même question. La question, c'était donc, est-ce que le capital humain pourrait se développer? Pourrait impulser la croissance économique de l'Afrique. D'accord. Oui, complètement. Je dirais le capital humain impulse la croissance économique pour l'Afrique, pas au conditionnel, au présent. Et le professeur Yekpon a dit quelque chose sur lequel je suis totalement d'accord, c'est qu'on ne peut pas parler de développement économique et oublier sa culture, et oublier la notion de culture. Ce qui se passe aujourd'hui avec le continent africain, qu'est-ce que c'est? C'est que notre notion du développement est basée sur ce qui se passe à l'extérieur. Alors que ce que nous avons dit depuis le début, c'est que nous avons tout en nous. Si individuellement nous avons tout en nous, pourquoi est-ce que nous voulons nous développer en fonction de l'extérieur? Et c'est pour ça que la notion de développement, ce mot, parfois il me dérange un peu lorsqu'il s'agit de parler du continent africain, parce que ça me donne l'impression qu'on se compare aux autres. Donc c'est pour ça que personnellement, je préfère parler de transformation socio-économique. Donc là, quand on parle de transformation socio-économique, ça nous appartient. On n'est pas en train de comparer par rapport à la transformation socio-économique d'un autre pays. Donc pour en revenir à la notion de culture, il y a un sujet aujourd'hui qui est très, ce que je vais dire à la mode, en tout cas qui est très d'actualité, ce sont les diasporas. Les diasporas font partie du capital humain. En revanche, elles ont été formées pour la plupart à l'étranger. Et certes, tout ce que nous avons appris à l'extérieur nous a fait grandir, nous a apporté une certaine ouverture d'esprit. En revanche, pour que justement le continent africain se développe, nous devons garder à l'esprit que nous ne pouvons pas utiliser des modèles copier-coller. C'est pas possible. Ça ne va pas fonctionner parce que nous sommes différents. Nous avons notre culture, nous avons nos valeurs, nous avons notre façon de faire. Déjà même, toute l'année, il fait 35 degrés. On ne peut pas travailler de la même façon quand on est sous le chaud soleil à 35 degrés que quand on est à moins 5 degrés. Rien que ça, en fait. Peut-être que les gens n'en ont pas conscience, mais je ne suis pas en train d'encourager le fait de travailler plus ou moins. C'est juste pour dire qu'il y a un contexte et que le développement économique ou la transformation socio-économique, quel que soit le nom qu'on veut lui donner, ne peut vraiment évoluer en ce qui concerne le continent, que comme aussi le professeur Yekpon l'a dit, que si nous nous développons psychiquement, c'est d'abord une question d'état d'esprit. Et il y a un professeur qui s'appelle Charles-Henri Bessérdéor, j'espère que je n'écorche pas son prénom, qui est un professeur d'HEC, donc en France, et qui disait que les ressources humaines, c'est non seulement une science de gestion à part entière, mais qu'on doit y intégrer la sociologie et la psychologie. Dès lors que nous avons compris ça, nous savons que la psychologie à l'extérieur n'est pas la même que la psychologie du continent. Nous savons que la sociologie, si nous devons en parler, n'est pas la même à l'extérieur que sur le continent. À partir de là, c'est vraiment très important cette notion de culture. Pour moi, elle est capitale pour la réussite du capital humain. Professeur Yekpon. Chaque groupe humain a sa façon singulière d'interpréter le monde. Donc je suis totalement en phase avec madame qui dit on ne peut pas copier.
Il n'y a pas un stéréotype, il n'y a pas d'archétype de développement. On se dit, attention, la façon pour nous, dans notre groupe social, chaque groupe social, chacun interprète le monde, comme je l'ai dit, face aux questionnements vitaux. Comment j'interprète l'entrée dans ce monde? Comment mon groupe social interprète l'existence? Comment mon groupe social interprète le départ de ce monde qu'on appelle mélancoliquement la mort? Ces 3 questionnements vitaux-là, chaque groupe il met à sa façon singulièrement de répondre. Et cette façon de répondre, c'est ça la culture, sa culture. Donc nous ne pouvons pas nous dire, nous copions les autres qui ne réfléchissent pas de la même façon. Nous sommes là. Je vais dire quelque chose un peu d'amusant. Notre façon de vivre socialement, quand j'ai quelque chose autour de moi, quand je mange, mon voisin doit manger. Et nous mangeons tous ensemble, la société. Mais ailleurs, je veux copier l'autre qui n'est que pur individualiste et se dit, quand je mange, tu peux mourir de faim, je ne te regarde pas. Mais ici, vous ne pouvez pas le faire. Notre culture est une culture de partage, de sociabilisation. Donc, rien que ça, ce n'est que sur cette base que nous avons notre fondement pour nous projeter vers cette croissance ou cette transformation ou ce développement selon le nom que chacun veut bien lui donner. Ma façon de voir le monde n'est pas la façon pour l'Occident aussi de voir son monde. Moi, je peux passer ma journée à dire, madame, je vous salue, je salue tous mes voisins. Mais on va se dire, il n'a rien à faire. Mais là-bas, vous savez, on ne se connaît pas. Vous avez un problème. Vous comprenez? Vous représentez une insécurité pour les autres. Ici, vous voulez qu'on vous regarde. Et c'est de cette façon que je dis, je me projette vers demain. Demain, c'est par rapport à aujourd'hui que je prends mon essor et mon essor se prend dans ma culture. Donc, je suis totalement d'accord qu'on ne peut pas vouloir singer, hein, en voulant imiter l'autre. C'est une façon de singer, je m'excuse. Et il y a un adage qui dit quand un lion, je ne sais plus, lion imite un lion, il devient un singe. Le lion africain n'est pas le lion français, hein. Il n'est pas le lion occidental, donc nous ne voulons pas singer. Chacun va pouvoir... C'est vrai qu'on copie auprès des autres ce qui est déterminant pour avancer. Ce qui est bon, il faut copier positivement. Mais il ne faut pas chercher à s'assimiler à l'autre et se dire, tant que je ne suis pas l'autre, je n'évolue pas. Vous essayez d'arrêter de regarder l'autre évoluer en le contemplant uniquement. Donc nous avons vraiment mieux à faire que de se contenter de notre façon de vivre, de notre façon de réagir, et se dire, bon, si l'autre a quelque chose de positif, je lui prends, j'avance. Mais je n'ai pas à ressembler à l'autre, parce que jamais je ne lui ressemblerai. Donc je suis totalement d'accord que notre capital humain africain doit pouvoir rester africain, tout en cherchant à copier auprès des autres ce qui peut être bon, ce qui peut être susceptible. Mais comment ils avancent? La jalousie positive, ça doit exister en copiant. Mais dès que vous êtes dans la négation, vous regardez l'autre, vous dites, ben, je ne copie rien chez lui, je ne veux pas évoluer. Ne serait-ce que la contagion du bon exemple auprès des autres. Mais nous, tout en restant nous-mêmes, sinon nous risquons d'être dessouchés. Voilà un peu, je suis totalement d'accord avec vous, madame. Je n'ai pas autre chose à dire de différent. Alors, madame Nakpoko, quand on a identifié ses talents innés, quand on a pris en compte sa culture et tout, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est transformer ses talents en compétences. Parce que c'est pas juste la question du talent, c'est vraiment ces talents-là, qu'est-ce que ça me donne comme compétence? Prenons par exemple quelqu'un qui a la vision, une personne visionnaire. Très souvent, ces personnes-là, on se moque d'elles parce qu'elles voient peut-être un peu trop grand, etc. Mais l'histoire a prouvé qu'avec le temps, ces visionnaires-là, finalement, on leur donne raison. Donc, vu comme ça, c'est un talent inné. Il y a des personnes qui ont ces talents-là, ce talent-là spécifique. Donc, vu comme ça, on pourrait se dire, mais à quoi ça sert? Mais si on transforme ça en compétence, par exemple, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut accompagner, ou elle peut accompagner les dirigeants d'entreprise à forger une vision qui va être inspirante pour les collaborateurs. Cette personne peut accompagner dans l'aide à la prise de décision. Cette personne peut accompagner une autre personne qui souhaite créer sa propre entreprise à créer sa propre entreprise en prenant en compte certains paramètres et en lui donnant en fait des idées innovantes qu'elle n'aurait pas forcément. Donc, l'étape suivante est vraiment les compétences, transformer ses talents en compétences. Et puis aussi se former, donc c'est ce que nous disons depuis le début tous ensemble, c'est que la formation c'est toute la vie. Et voilà, il y a énormément de choses à faire. En tout cas, l'étape, c'est les compétences. Ouais.
Entreprendre, je crois que c'est le mot même. Il faut chercher à former pour que chacun puisse entreprendre. Vous savez, il n'y a pas lieu de copier. Je dis toujours, à un moment donné, on a dit l'entrepreneur béninois, de caricature à la limite, était assimilé comme, dès qu'on dit où est-ce que votre entreprise, vous avez un sachet à main, caché dedans, en tête dedans, tout et tout. Ceux-là, ce n'étaient pas des entrepreneurs. Je m'excuse, je vais vous faire marrer. C'est ce qu'on appelle les entrepreneurs. Ils entrent, ils prennent, ils s'en vont. Et puis, ils partent avec dès les premiers décaissements, ils disparaissent dans la nature. Donc, madame, vous êtes RH, vous avez du boulot. Parce que nous sommes portés vers le gain facile. Entreprendre, rien n'est facile. Il faut entreprendre pour pouvoir être entrepreneur. C'est ça, hein? Ce n'est pas des jeux de mots, c'est plus une réalité. Et ne pas aller dans ce sens et se laisser aller aux facilités, aller là pour transformer les autres, gruger les gens. Et se dire, bon, aujourd'hui, je n'en ai que faire, je veux toujours avoir un développement ou bien comme une évolution fulgurante en cherchant à faire le matu vu, comme on le disait à l'entame. Ça ne sert à rien. Les gens vont vous voir et vous voir. Ne gesticulez pas pour dire, m'as-tu vu, m'as-tu vraiment vu? Non, tu doutes de ton existence. Non, reste là. Soit entreprends. Entreprends ce que tu dois entreprendre pour que demain soit meilleur aujourd'hui. Je crois que la nature même, elle est évolutive. Le simple fait de dire à nos jeunes, formez-vous ou à demain. Même la grand-mère au village vous dit à demain, mon fils. C'est dans l'espérance que demain sera meilleur aujourd'hui. Donc, quand vous n'entreprenez pas, vous ne pouvez pas faire de sorte à faire de la valeur ajoutée à votre existence. Donc, moi, je suis d'accord. Entreprendre, il faut que chacun soit porté vers ça et se dire, rien n'est facile. Mais en faisant, on finit par être maître de soi-même, on finit par être déterminé pour pouvoir ajouter un plus parce que l'avancée d'un pays, l'avancée d'une nation, c'est la résultante de tout ce que chacun fait, de tout ce que chacun ajoute dans cette histoire de traceur de code pour que demain soit meilleur. Donc, moi, je suis d'accord. Le capital humain, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas à dire l'Africain, bon, vraiment, il ne peut pas évoluer, c'est un être émotif, et cela. Non, on peut toujours faire mieux. Chaque jour, faire mieux. C'est ça, on dit, non. Je sais que c'était Air Afrique qui faisait la publicité pour dire chaque jour, nous en faisons un peu plus. Elle l'a fait un peu plus jusqu'à disparaître. C'est pas ça. C'est faire vraiment le plus pour que cette valeur ajoutée, cette plus-value du capital humain, c'est ça, puisse également se faire valoir. Nous avons de la richesse en nous. Je n'étais peut-être pas trop axé là-dessus, mais dès que madame a dit, les talents qui dorment en nous là, il faut les titiller, il faut les réveiller, se dire, je suis capable, je ne suis pas un rien. Je peux faire quelque chose. Il faut que peut-être cet apprentissage, vous nous aidiez à nous convaincre de cette potentialité qui dort en nous pour qu'on puisse articuler les éléments de compétences et de connaissances liés à l'éducation et à la formation pour pouvoir mieux faire, pour que demain soit effectivement meilleur aujourd'hui. Voilà un peu ce que je voudrais dire, Madame Maronso. Former pour entreprendre, Madame Nakokou, c'est ce que suggérait le docteur Yepon. Est-ce une approche qui vous aiderait, vous, en tant que RH? Ça faciliterait votre travail de recevoir des postulants à un poste qui ont été formés dans ce sens-là? Oui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les entreprises... C'est vrai que l'état d'esprit quand on est salarié et l'état d'esprit quand on est entrepreneur, c'est différent. En revanche, est-ce qu'on peut réellement développer une entreprise au maximum de son potentiel si on a uniquement l'état d'esprit de salarié? Parce que l'état d'esprit, finalement, quand on est salarié, c'est exécuter. Alors que l'entrepreneuriat, ça demande de prendre des initiatives. Voilà. Après, dans la prise d'initiative, il y a des niveaux donnés. Il y a des personnes qui sont prêtes à prendre de grands risques, d'autres de plus petits. En tout cas, il y a la notion de prise d'initiative. Donc, oui, c'est totalement... Docteur Yepon, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, vous réagissez et vous concluez. Merci bien. Permettez-moi vraiment de réagir. Je suis d'accord. L'esprit fonctionnaire n'est fait que pour fonctionner, pour être salarié. Pour scléroser. Pour scléroser. Et se dire, dès que je fais le minimum, on me donne. C'est aux antipodes de l'esprit d'entreprise, aux antipodes de l'esprit de projet.
le projet, le fonctionnement est marginal. Ce qui développe, c'est l'investissement. Même pour un pays, vous voyez, le budget de fonctionnement est à part, celui d'investissement est de l'autre côté. Ce qui développe, ce qu'on investit, c'est le capital. C'est ça le mot. On est sur le capital humain. C'est l'investissement qui est le capital. C'est l'investissement qui développe. Le fonctionnement permet juste de fonctionner, comme son nom l'indique, de différer tous les jours la mort à demain. Au lieu de mourir aujourd'hui, vous fonctionnez pour que vous différiez à demain, demain encore un autre jour. Ça ne développe pas. Fonctionnaire, heureusement, ce mot-là, on a été fonctionnaire. Mais si vous ne pouvez que fonctionner simplement, vous allez fonctionner jusqu'à mort sans sûr. Vous allez découvrir un jour que vous êtes au bord de la tombe sans avoir investi. Donc voilà ma conclusion. L'esprit de fonctionnaire s'est estompé et il faut qu'on s'estompe avec. Il faut qu'on pense à l'investissement. L'investissement, c'est le capital. Le capital, c'est le capital humain, il est capital économique, il est capital financier, il est capital multidimensionnel. Merci beaucoup, et docteur. je voudrais que Madame vraiment... Lapoko, ouais. votre conclusion à vous. Qu'est-ce que je peux dire à le capital humain, le développement du capital humain, donc comme moteur pour la croissance économique, ça part de nous individuellement. Donc, simplement, chacun de nous œuvrons pour libérer les génies en nous. Merci beaucoup. Merci Madame Lapoko. Je rappelle que vous êtes consultante en ressources humaines, fondatrice du cabinet INEIFE. En face de vous, nous avions Dr Gilles Théophile Yekpo, enseignant-chercheur chargé des cours à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Merci, chers invités, d'être passés sur SICA TV. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.